Bonjour, messieurs, dames. Alors, aujourd'hui, dernière capsule sur le système solaire. En fait, dernière capsule de nouvelles matières sur le système solaire. En fait, il va nous rester une dernière capsule mercredi. Puis, ce que je vais faire mercredi, ça va être une capsule que je vais répondre à certaines questions que j'ai eues des personnes qui sont venues me voir sur Zoom. En fait, il vous reste encore du temps si vous avez des questions par rapport au système solaire, des choses que je n'avais pas répondu, des infos que vous avez entendues par rapport à des mythes ou avec des légendes, des questions que vous êtes toujours posées par rapport au système solaire que je n'aurais pas parlé. Il est toujours temps de me les écrire, soit sur Showbie ou le portail. Donc, mercredi, ça va être ça la capsule. Donc, aujourd'hui, c'est la dernière capsule officielle sur la matière que je devais vous montrer. Donc, aujourd'hui, ça va avoir rapport avec les aurores boréales. Donc, on va faire ça à l'instant. Je pars ça, je vous partage mon écran et c'est parti. Donc aujourd'hui, on voit les aurores boréales et les aurores polaires, pardon. Les aurores boréales, on va voir c'est quoi. Ça fait partie des aurores polaires, mais donc on va voir les aurores polaires aujourd'hui. Donc, avant tout, un petit rappel des couches de l'atmosphère. Ça, vous avez vu ça l'année passée en secondaire 1, les couches de l'atmosphère. Je sais que probablement la plupart de vos profs, dont moi, là, qui l'enseignais l'année passée, on a passé quand même vite là-dessus. Mais donc, un petit rappel. Donc, notre atmosphère, elle est séparée. Si vous regardez dans votre cahier, il est écrit 4 couches. Dans la réalité, il y en a 5. Donc, on a la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. L'exosphère, on est rendu vraiment très, très loin. C'est pour ça que dans le cahier, il n'en parle pas vraiment, parce qu'il y a certains scientifiques qui vont considérer ça comme étant dans l'espace, qu'on ne serait plus vraiment dans l'atmosphère à cet endroit-là, qu'on est vraiment rendu dans l'espace. Mais il y en a d'autres qui disent, ouais, mais il y a encore quelques particules de gaz, donc on n'est pas dans un vide absolu. Donc, si on n'est pas dans un vide, on n'est pas dans l'espace encore tout à fait. Donc, c'est pour ça que l'exosphère, elle est un peu mitigée, mettons, comme couche de l'atmosphère. Donc, c'est la couche la plus fine, c'est la plus éloignée. La plupart des satellites qui sont en orbite autour de la Terre, les satellites pas naturels, là, les satellites qui ont été créés par l'humain, sont dans cette couche-là. Ensuite, on a la thermosphère. Pourquoi elle est importante que je vous en parle aujourd'hui? Parce que justement, elle va toucher les aurores boréales. Donc, la thermosphère, une couche qui est très peu encore. Là, en fait, à cet endroit-là, c'est comme la dernière fois où on peut vraiment bien voir des particules de gaz. Et à cet endroit-là, les températures, ils sont super variables en fonction du soleil, justement. Donc, on peut être dans des températures qui vont être super froides, puis s'ils peuvent monter aussi super haut avec les vents solaires qu'on va voir dans la prochaine diapo. Là. Donc, avec les vents solaires qui peuvent venir frapper cette couche-là, donc ça peut monter jusqu'à 1000 degrés Celsius. Ensuite, on tombe dans la mésosphère. La mésosphère, c'est vraiment là qu'on pourrait dire qu'on est vraiment dans une atmosphère qui ressemble un peu plus à la nôtre. C'est là que les météores, qu'on a vu dans une capsule précédente, deviennent lumineuses, dans le fond, commencent à brûler. Parce que là, à cet endroit-là, il y a plus de gaz à cet endroit-là, donc la friction commence à être plus importante. Donc, c'est à cet endroit-là que les météores commencent à brûler. Puis les températures, ils sont froides à cet endroit-là. Pourquoi ils sont plus froides que dans la thermosphère? Parce que justement, quand il y a plus de gaz, ça protège de la chaleur. Donc, c'est pour ça qu'il va faire un peu plus froid. Ensuite, on a la stratosphère. La stratosphère, c'est l'endroit dans le bas de la stratosphère, donc dans le plus proche de nous. C'est là où les avions vont. Les avions de haute, des gros avions, là, mettons les avions que vous allez prendre pour vous rendre en Europe, là, ou les avions supersoniques de l'armée, par exemple, c'est dans la stratosphère qu'ils vont pouvoir aller voler. De ça, on parle entre 10 et 12 km de hauteur. Et c'est dans cette couche-là qu'il va y avoir la couche d'ozone. La couche d'ozone qui est super importante pour nous protéger de la chaleur du soleil, mais aussi pour nous protéger, pour nous garder de la chaleur sur Terre. La couche d'ozone, elle agit comme un effet de serre. Donc, elle va essayer, le but de la couche d'ozone, c'est de nous protéger des rayons UV, donc pour éviter qu'on brûle. D'ailleurs, quand on a des coups de soleil, c'est que les rayons UV nous ont frappé trop longtemps, mais s'il n'y avait pas la couche d'ozone, on brûlerait vraiment plus vite. Mais donc, la couche d'ozone nous protège de ça, mais en plus, elle agit pour garder une certaine chaleur tout le temps sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas dans des températures comme à la mésosphère, par exemple, de moins 100 degrés Celsius. Ça fait qu'on a une température moyenne sur Terre d'autour de 15 degrés Celsius. Et ça, c'est en partie grâce à la couche d'ozone. Et finalement, la troposphère. La troposphère, c'est dans la couche où on est présentement. Elle va jusqu'à entre 10 et 17. Ça va dépendre encore des scientifiques. Dans votre cahier, ils disent 12. Donc, eux, ils ont comme fait une genre de moyenne. Là. Donc, la troposphère, c'est là il va y avoir les vents, il va y avoir la formation des nuages, c'est dans la troposphère que ça se crée. Puis la température va varier entre, on le sait, là, donc l'hiver, ça peut aller jusqu'à moins 60 degrés dans certaines régions du monde. Mettons, au Québec, c'est moins 40 dans des cas extrêmes. Puis jusqu'à une quarantaine, 45 degrés Celsius
en température plus élevée. Donc, il y a une variation qui peut varier d'une centaine de degrés Celsius, c'est quand même fou, là, d'une centaine de degrés Celsius du plus froid au plus chaud. Donc, ça, c'est le rappel des couches atmosphériques. Ensuite, on a les vents solaires maintenant. Ça, c'est un autre principe qu'il faut savoir pour comprendre les aurores polaires. Donc, les vents solaires, c'est quoi? Bien, les vents solaires, c'est dans notre milieu interplanétaire, donc entre les planètes. Le milieu interplanétaire, il est balayé par des vents, mais ce n'est pas un vent comme nous, on a qu'on reçoit du vent en face. C'est un vent qui est chargé en particules électriques. Okay? Donc, c'est des protons, des électrons, puis des noyaux d'hélium. Protons et électrons, on l'a vu, je pense, au début de la... Mettons, après Noël, on en a parlé un petit peu au début de la deuxième étape, ou peut-être au début de la première, en tout cas, je ne sais plus trop. Mais on en a déjà parlé. Donc, protons et électrons, c'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de nos atomes. Donc, c'est ce qui va former l'atome, en fait. Et on va avoir aussi des noyaux d'hélium. On se rappelle que notre Soleil, il est principalement fait d'hydrogène et d'hélium. Donc, le Soleil va envoyer des noyaux d'hélium, donc sans ses électrons. C'est pour ça qu'on va dire qu'il est chargé électriquement, parce que les plus, qui sont les protons, puis les moins, qui sont les électrons, sont séparés les uns des autres. Puis là, avec ça, bien, ça peut donner donc une charge électrique, comme un courant électrique, on pourrait dire. C'est pas tout à fait ça, mais je vous le simplifie. Puis ça nous provient du Soleil. Ces vents-là, ils peuvent atteindre jusqu'à 400 et 800 km/s. Ça veut dire 144 000 à 288 000 km/h. C'est super rapide, là. En comparaison, là, juste pour vous donner une petite idée, la vitesse du son, c'est 1225 km/h. Donc là, on est genre 100 fois plus haut. Okay? Donc, on est dans on a 100 fois plus de vitesse pour la vitesse de ces vents solaires-là. Mais donc, ça dépend quand même. C'est entre 144 000 ou le double, 288 000 km/h. Les vents solaires vont varier en intensité, donc avec leur vitesse, puis aussi en intensité de composition. Donc, il y en a qui, ils peuvent être super rapides, mais avec peu de particules à l'intérieur. Puis des fois, ils peuvent avoir beaucoup de particules à l'intérieur, donc beaucoup de protons, d'électrons. Ça va faire ça, cette intensité-là qui va varier. C'est une des raisons, la variation de l'intensité, qui fait qu'on n'est plus retourné sur la Lune depuis les années 60. Donc, peut-être que vous êtes posé la question, pourquoi dans les années 60, le premier astronaute, Neil Armstrong, qui a réussi à se rendre sur la Lune et à poser le pied, là, il y a eu plusieurs missions qu'on est allé sur la Lune entre le milieu des années 60 jusqu'au milieu des années 70. Puis là, depuis, que même si notre technologie elle est vraiment plus avancée, on n'est jamais retourné sur la Lune depuis. Et c'est parce que depuis les années 60, la Lune, elle est balayée par des gros vents solaires qui sont très puissants. Puis ces vents solaires-là sont tellement puissants, comme je vous l'ai dit, c'est des protons, des électrons, donc ça peut jouer sur l'électricité. C'est électromagnétique, on va dire. Ça va jouer sur les aimants, ça va jouer sur ce qui est électrique aussi. Mais donc, ça peut tellement être puissant que ça peut venir faire une dysfonction au niveau des appareils électroniques. Donc, pour se rendre sur la Lune, il faut des appareils électroniques pour faire ça. Sauf que si on arrive sur la Lune, comme la Lune elle est balayée en ce moment de vents solaires très puissants, bien, ça ferait une dysfonction au niveau des appareils électriques, puis probablement qu'ils arrêteraient de fonctionner, donc ils ne pourraient pas revenir sur Terre. Donc, pour la sécurité des astronautes, en fait, on a décidé, bien, les programmes lunaires ont arrêté pour le moment. Là, on se rend compte qu'il y a une baisse. L'intensité des vents solaires qui sont dirigés vers la Lune est en train de diminuer tranquillement. Donc, probablement qu'on va pouvoir recommencer des missions lunaires d'ici, mettons, je ne veux pas avancer de chiffres, mais dans les prochaines années, on va pouvoir recommencer des missions lunaires parce qu'on remarque que les vents solaires qui attaquent la Lune, qui se rendent sur la Lune présentement, sont de moins en moins grands. Donc, ça se peut que ça recommence. On a déjà eu des pannes électriques sur Terre qui ont été dues à des vents solaires. Si je me souviens, c'est au milieu des années 90, on a donné une grosse panne généralisée sur Terre, là, qui n'a pas duré très longtemps. Elle a duré, je pense, 1 heure, même pas. Là. Mais une grosse panne généralisée parce qu'on a subi une attaque de vent solaire qui a été très puissant sur la Terre. Puis ça a fait que l'électricité a arrêté pendant quelques temps, quelques minutes. Là. Mais ça, c'est dû au vent solaire parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un nuage, on pourrait dire, électromagnétique. Ça peut venir jouer sur tout ce qui est électronique, tout ce qui est électrique aussi. Donc, les vents solaires, pourquoi ils sont importants dans notre histoire? Parce que les vents solaires, ce qu'ils vont faire, c'est que c'est eux qui sont responsables, d'ailleurs, quand on parlait des comètes, c'est eux qui sont responsables de la queue de la comète. Comme vous voyez, là, je vous en avais parlé, mais je ne l'avais pas vraiment expliqué. Ce qui arrive, c'est que la queue de la comète, elle est toujours en direction du Soleil. Okay? On aurait tendance à dire que la queue de la comète, elle est derrière la comète. Si la comète avance par là-bas, bien, la queue de la comète va être derrière. Puis si la comète s'en va par là-bas, bien, la queue va être comme ça. Puis si la comète s'en va par là-bas, bien, la queue va être là. Non. La queue de la comète va toujours être
vers le Soleil parce que c'est le vent solaire qui va créer cette queue-là, qui vient frapper la comète, qui vient faire la sublimation autour de la comète et qui va faire la queue derrière. Et donc, c'est pour ça que si la comète elle est ici, ben, le vent solaire il arrive dans ce sens-là, donc il la frappe, il crée une queue derrière. Mais si même la comète elle est ici, la comète qui est ici, là, elle s'en va par là-bas. Là. Donc, normalement, on pourrait penser que la queue devrait être dans ce sens-ci. Mais non, la queue n'est pas dans ce sens-ci. Elle est encore une fois dirigée vers le Soleil. Donc, le Soleil, il envoie du vent solaire ici sur la comète et il crée la queue dans ce sens-ci. Okay? Donc, les vents solaires peuvent aller jusque-là. Et les vents solaires, c'est eux qui sont responsables aussi de nos aurores polaires. Donc, maintenant qu'on a vu c'est quoi les vents solaires, qu'on a vu c'est quoi la thermosphère parce que c'est là que ça se passe, on peut maintenant parler de c'est quoi une aurore polaire. Une aurore polaire, la définition d'une aurore polaire, c'est une définition très scientifique, c'est un phénomène atmosphérique, donc qui se passe dans l'atmosphère, lumineux. Donc, c'est un phénomène lumineux qui va se produire dans notre atmosphère. Et cette lumière-là, elle est causée par quoi? Bien, elle est causée par l'interaction de nos vents solaires, donc de nos vents qui sont électromagnétiques, je vous rappelle, avec les gaz que dans l'atmosphère. On se rappelle que dans l'atmosphère, il n'y a pas beaucoup de gaz. Il y en a un petit peu, ce qui fait que comme il y en a un petit peu, c'est plus facile de réagir avec lui. Un peu le même principe que... ouais, je donne cet exemple-là. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais vous devriez comprendre. Si je suis dehors dans la cour d'école et que là, devant moi, j'ai 4 joueurs de football, mais qui sont séparés, okay, dans la cour d'école au complet. J'ai 4 gros joueurs de football qui sont séparés. Puis là, je te demande à toi d'aller de l'autre bord du terrain. Et tu vas être capable de faire. Ça se peut qu'eux, ils courent après, mais tu vas être capable d'interagir, puis de les éviter, puis de peut-être même jouer un peu avec eux, puis de te rendre de l'autre bord. Si tu arrives dans la cour d'école et que devant toi, il y a 8 équipes de football devant toi, là, je te demande d'aller de l'autre bord, mais tu vas arriver pour leur rentrer dedans, puis ça va bloquer. Tu ne seras pas capable de passer de l'autre bord. Tu ne pourras même pas essayer parce qu'ils vont juste être là sans bouger, parce qu'il y a 8 équipes devant toi sans bouger. Ben, tu ne pourras pas interagir avec eux. Mais c'est le même principe avec notre thermosphère. Étant donné que dans notre thermosphère, il y a un peu moins de gaz que, mettons, dans la stratosphère ou dans la troposphère, comme il y a moins de gaz, ben, c'est plus facile pour les vents solaires de venir interagir avec ces gaz-là. Donc, ce qui se passe, c'est que les charges magnétiques, électromagnétiques de notre vent solaire, ils vont venir jouer sur nos particules d'oxygène et d'azote qu'il y a de présent dans notre thermosphère. L'oxygène, quand elle est stimulée par ces ondes électromagnétiques-là, ben, elle va faire des vagues qui vont être plus de couleur verte ou de couleur rose, donc plus comme ici ou comme celle-ci. Puis l'azote, elle, quand elle est bien stimulée, ben, elle va faire plus des trucs bleus ou rouges, donc plus comme celle-ci en haut, celle-là ou celle-ci ici. Là. Donc, tout dépendant de qu'est-ce qui se fait stimuler par nos ondes électromagnétiques, ça va nous donner des couleurs différentes dans notre atmosphère. Et ça va donner quelque chose de très lumineux. Donc, une nuit noire, une nuit qui fait très noir et qui soudainement se fait bombarder d'un vent solaire, va faire que, oui, ça reste une nuit quand même sombre, là, mais cette couleur-là qui va apparaître dans le ciel, cette aurore polaire-là qui va apparaître, va quand même venir illuminer la région. On le voit ici, là, nos photos sont bien lumineuses là, à cause de ça. Parce que c'est vraiment, ça va créer de la lumière. Parce que nos atomes d'azote et d'oxygène sont stimulés, puis comme sont tellement bien stimulés qu'ils commencent à éclairer, puis eux, quand ils s'éclairent, ils s'éclairent de cette couleur-là. Maintenant, tout dépendant de l'intensité du vent solaire. Donc, si on a un vent solaire qui est plus fort ou versus un vent solaire qui va être moins fort, qui va venir stimuler la région, bien, ça va nous donner des formes différentes. Donc, un vent solaire qui est très fort, ouais, c'est ça. Un vent solaire qui est très fort va commencer à faire des arcs un peu superposés, donc plein de vagues, donc des vagues une par-dessus l'autre. Puis une intensité qui est faible, pardon, une intensité qui est faible va commencer à faire des bandes comme ça. Et là, je vais juste vérifier parce que j'ai l'impression que je suis en train de faire une petite erreur. Une seconde, je vérifie. Je vais juste faire pause à l'enregistrement. J'arrête ça. Une petite pause, je vérifie. Alors, effectivement, j'étais en train de faire une petite erreur. Je vais la corriger tout de suite avec vous instantanément. Donc, c'est l'inverse. J'ai fait une toute petite erreur ici. Donc, quand l'intensité elle est faible, donc quand il n'y a pas beaucoup de vent solaire, je vais juste le grossir, ça va être plus facile. Donc, quand l'intensité elle est faible, donc quand il n'y a pas beaucoup de vent solaire, là, ça va donner des aurores boréales qui vont être plus en forme d'arc. Et quand l'intensité elle est forte, donc il y a beaucoup de vent solaire, ça va donner une intensité, ça va donner des aurores polaires plus en forme de bande, donc comme un genre d'arc-en-ciel, on pourrait dire. Donc, une bande qui va être beaucoup plus lumineuse. Puis, on le voit aussi dans l'image,
Là, ça ici, l'image est un peu truquée. C'est un truc de photographe. Ils ont mis une exposition qui est beaucoup plus longue. Donc, la caméra est restée là très longtemps à prendre la photo. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression que le sol est très lumineux. Mais normalement, ici, dans cette photo-là, le sol aurait dû être un peu moins lumineux qu'ici. Ça, ici, c'est une photo qui a vraiment du sens. Mais voilà, donc c'est juste que faible, ça va donner plus des vagues comme ça, puis forte, ça va donner une grande bande très brillante. Maintenant, pourquoi nos aurores polaires ne se produisent qu'au pôle? Pourquoi à Montréal, par exemple, ou en Équateur, on ne verra jamais des aurores polaires? Et ça, c'est à cause du champ magnétique de la Terre. Notre Terre est comme un genre d'aimant. Okay? Elle fonctionne comme un aimant. Ce qui se passe, c'est que notre Terre, elle crée un champ magnétique. À chaque pôle, il y a un champ magnétique qui part et qui va se diriger vers l'autre pôle. Okay? En fait, je fais l'inverse. C'est plus, il part d'ici. Le champ magnétique part d'ici et va monter du pôle sud et va monter jusqu'au pôle nord. Okay? Donc, le champ part d'un pôle et se dirige de l'autre bord. Ce champ magnétique-là, il fait exactement comme un aimant. Quand vous regardez un aimant, pourquoi l'aimant est capable d'attirer soudainement quelque chose vers lui? C'est parce qu'on est rendu dans son champ magnétique. Si je suis trop loin de l'aimant, mettons, ça, c'est ma main droite ici, c'est mon aimant, puis ça, c'est la chose que je vais attirer. Si je suis très loin, comme le champ magnétique de l'aimant ne se rend pas à cette main-là, bien, ma main gauche ne sera jamais attirée. Si je suis plus proche, plus je m'approche, plus je vais être dans le champ magnétique. Et là, le champ magnétique va devenir de plus en plus fort, parce que plus on est proche, plus il est fort. Puis on donné, poc, le truc va venir se coller facilement après. Okay? C'est le même principe avec la Terre. La Terre, elle crée un champ magnétique et qui est très, très, très puissant. Et ce champ magnétique-là, qui fait le tour de la Terre, donc qui fait vraiment une boule autour de la Terre, ce champ magnétique-là agit comme bouclier par rapport au vent solaire, ce qui est une excellente chose. Si on n'avait pas ce champ magnétique-là, on serait tout le temps en train de se faire bombarder de vent solaire, ce qui viendrait complètement perturber tout le temps nos appareils électroniques. On n'aurait pas pu inventer nos appareils électroniques comme on le connaît aujourd'hui. Mais dû au fait qu'on a un champ magnétique qui vient nous protéger, bien, un champ magnétique qui est très pratique pour se retrouver, parce que c'est avec ça qu'on a créé les boussoles. Donc, nos boussoles s'orientent dans le champ magnétique terrestre. Puis là, elle tourne, puis là, whoop, voilà, elle s'est bien orientée dans le champ magnétique et on est capable de savoir il est où le nord. Et donc, ça, c'est très pratique pour ça. Mais donc, l'autre chose aussi, c'est qu'elle nous protège des vents solaires. Mais, comme vous le voyez, on a des bandes qui partent d'un pôle jusqu'à l'autre, mais au milieu, ici, on n'a pas de bande. Okay? Donc, de chaque côté, ça fait un genre de petite fontaine qui redescend comme ça par le milieu de la Terre, par les pôles de la Terre, sauf qu'il n'y a pas de champ magnétique précis ou puissant à cet endroit-là pour protéger la Terre. Donc, le vent solaire, il arrive, il frappe le bouclier qui est créé par le champ magnétique et il est dévié vers le haut et là, il peut rentrer. Pouc! Donc, il y a une partie, pas toute, mais il y a une partie des vents solaires qui peuvent donc se diriger vers la Terre et rentrer dans l'atmosphère. Et quand ils rentrent dans l'atmosphère, c'est à ce moment-là qu'ils viennent frapper la thermosphère. Puis quand ils viennent frapper la thermosphère, bien là, il réagit avec l'oxygène et l'azote qu'on parlait il y a 2 secondes. Petite note, on se rappelle juste que la Terre, elle est beaucoup plus petite que le Soleil. Là. Le dessin fait qu'on a l'impression qu'elle est à peine plus petite, mais elle est vraiment plus minuscule. C'est juste que là, c'est une représentation simplifiée pour bien le voir. Mais souvenez-vous que normalement, là, si j'avais voulu faire un dessin qui avait du sens, toute ma page ici au complet aurait été. Oups! Toute ma page ici aurait été jaune. Pour montrer que même il aurait monté plus haut que l'écran, là, mon Soleil. Mais là, c'est juste un dessin simplifié pour comprendre. Maintenant, comment on les appelle les aurores polaires? Bien, c'est là que vous avez peut-être plus déjà entendu le mot de aurore boréale, comme j'ai dit en début de présentation, ou aurore australe. Aurore boréale, c'est pour les aurores qui vont se passer au pôle Nord. Et les aurores australes, c'est les aurores qui vont se passer au pôle Sud. Mon truc pour me souvenir du mot, c'est surtout boréal, je le sais par cœur parce qu'on l'utilise plus souvent, parce qu'on est dans l'hémisphère nord. Mais l'aurore australe, pour me souvenir que c'est austral, le mot, en fait, tout ce qui a rapport au mot sud, l'adjectif du mot sud, c'est austral. Puis mon truc pour m'en souvenir, c'est le mot Australie. Donc, le pays de l'Australie est un pays qui est au sud. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Australie. Donc, c'est pour ça qu'avec le mot Australie, je peux me souvenir que c'est des aurores australes. Les aurores boréales, ils se passent au nord. Un autre truc pour s'en souvenir, c'est que vous l'avez peut-être plus vu en géographie, ça, mais les forêts boréales. La forêt boréale, c'est une forêt qu'on a dans le nord du Québec. Pas dans l'extrême nord, là, je ne parle pas au Nunavik, mais je parle vraiment donc, un peu plus au nord, là, mettons à Mont-Tremblant, on est rendu dans la forêt boréale. Et la forêt boréale est une forêt qui est au nord. Donc, ça, c'est mes 2 petits trucs pour m'en souvenir. Donc, quand on parle d'une aurore polaire au nord, c'est aurore boréale, puis une aurore polaire au sud, aurore australe. Et finalement, où on peut les voir, ces fameuses aurores boréales-là? Normalement, pour pouvoir voir une aurore boréale dans la région du Québec, il faut aller au-delà du 65e parallèle. Ça aussi, normalement, vous devriez avoir vu ça en géographie. Les parallèles, c'est ce qui indique la latitude
sur la Terre. Donc, il faut aller au 65e parallèle. Le 65e parallèle, c'est environ là, au Nunavik. Ça aussi, vous devriez avoir vu ça en géographie. Le Nunavik, c'est une région du Grand Nord du Québec. Si vous avez déjà vu le Québec, moi, personnellement, je trouve que ça ressemble à un chien, là, un chien avec une petite patte comme ça. Le Nunavik, c'est l'oreille du chien. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir une photographie de c'est quoi le Canada, puis vous allez remarquer que le Québec est vraiment l'air d'un chien du côté avec sa petite oreille en haut. Et sa petite oreille, c'est le Nunavik. Donc, normalement, il faudrait aller au-delà du 65e parallèle, donc en haut de ça, donc vraiment plus proche du pôle Nord, pour pouvoir voir des aurores boréales. À ces endroits-là, on en voit quand même assez fréquemment. Mais on peut des fois avoir quand même la chance d'en voir des aurores boréales. Il faut quand même aller au nord. Là. À Montréal, vous n'en verrez jamais. Un, parce qu'on est trop au sud, puis deux, parce qu'il y a beaucoup trop de pollution lumineuse dans la région de Montréal. Et si vous allez un peu plus au nord, comme au Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en Abitibi, par exemple, dans certains moments de l'année, comme début automne puis début printemps, donc septembre, octobre, février, mars, mettons, là, à ces moments-là, vous risquez de voir, il y a des chances de voir des aurores boréales. Ce n'est pas aussi intense que si vous allez au 65e parallèle, mais il y a quand même des chances d'en voir. Mais il faut vraiment aller dans un endroit où il n'y a pas de lumière de ville, donc qu'il n'y ait pas de pollution lumineuse. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui sur les aurores boréales, polaires, pardon, donc aurores boréales et australes. Je vais être disponible demain sur Zoom, encore une fois, à 10h30 pour que vous me posez vos questions, donc mardi à 10h30. Et les exercices, c'est page 278-279. Et je vous rappelle que la dernière capsule de mercredi va porter sur des questions par rapport au système solaire, par rapport à l'espace, par rapport à tout ce que vous voulez. J'en ai déjà quelques-unes. Si vous en avez d'autres, écrivez-moi par le portail ou sur Showbee directement en dessous de cette capsule-ci. Puis j'essaie de vous répondre dans la prochaine capsule. Bonne fin de journée, messieurs, dames.